Je vais vous lire 3 extraits de mon premier roman. Donc j'assume désormais de dire en partie qu'il est autobiographique, même si j'aimerais dire que comme une musicienne de jazz, qui est un peu ma passion, j'ai improvisé autour de la réalité. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous lire la dédicace. Ce livre est dédié à Marie Sondé, notre grand-mère à la tendresse aigre douce, à nous toutes, femmes territoire étirées d'ouest en ouest. Alors, la notion de femme territoire étirée d'ouest en ouest, j'identifie Marie Sondé, cette grande écrivaine, ainsi, et je m'identifie aussi comme une femme territoire étirée d'ouest en ouest. Voilà. L'exergue, l'imaginaire ne s'oppose nullement à la réalité, il n'en est ni le contraire ni l'adversaire, mais constitue lui aussi une réalité différente, fertile, mélancolique, complice de tous nos souvenirs. C'est signé Michel Pastoureau dans La couleur des souvenirs. Histoire de vous montrer qu'en fait, entre l'imaginaire et la réalité, il n'y a pas tellement de frontières dans ce moment. Je vais commencer par le premier chapitre. Alors, il faut savoir que chaque chapitre est un morceau de musique. Le jazz est très présent. Le jazz s'imbrique aussi dans le texte. Donc, je vais vous lire le chapitre Self-Portrait, qui est le premier chapitre, donc l'incipit. Et Self-Portrait, c'est un solo de trompette d'un musicien qui s'appelle Ambrose Akinmusire. Un solo de trompette très dépouillé, absolument majestueux, et dont je me suis inspirée pour commencer cette histoire. Il me faut élaborer les meilleurs scénarios, recoller les morceaux de discours, de regard, de non-dits, d'évidence, de fantasmes. J'écoute le souffle ombrageux de la trompette d'Ambrose Akinmusire. C'est le morceau de jazz qui agrémente le prélude d'une drôle d'affaire. Ma propre affaire, c'est les morceaux du jazz d'avant la naissance qui n'auraient pas dû être. Celui qui présage une enfance mise en miettes. J'écoute, souffle divin d'une trompette. Je cligne des yeux, une photographie. En m'attachant à ce souffle, divin violent, je me lance. L'héroïne de ce cliché est incroyablement belle. Sur sa figure, aucune ligne, aucune courbe. Rien d'horizontal ni de vertical. Rien de rond, rien d'ovale. Sur son visage, ni frontière ni mer. Rien de continental, rien d'insulaire. Et pourtant, elle est si belle. À 18 ans, elle est la jeune fille la plus convoitée de tout Bokeh. Un pagne couleur prune est étendu sur une toute petite parcelle d'un béton anthracite, sur lequel des taches de peinture jaunâtre forment comme la carte de territoire, pour l'instant méconnue. Sur le pagne, des graines d'arachide jaunies, un marigot aussi, l'eau est verdâtre. J'aimerais pouvoir sentir l'odeur de l'atmosphère. J'aimerais qu'il y ait plus de couleurs. J'aimerais sentir les rayons de ce soleil de plomb se frayer un chemin entre mes tresses pour percer mon cuir chevelu. Ça vient. Parce que les sens sont outris et que j'écoute attentivement. Tiens, le mur auquel est adossée l'héroïne du cliché est de couleur ocre. Et puis la glacière. Orange ou jaune? Elle n'emmène pas large, cette glacière. À l'intérieur, les glaçons font la vue d'œil. L'eau n'est pas très claire. Elle est même un peu rose. C'est à cause des sachets de Jubissa, sans doute. Tiens donc, on y aperçoit un morceau de plastique rougeâtre. J'imagine. J'écoute la sensation de celui ou celle qui aura porté à sa bouche le bout du sachet de plastique glacé, voire gelé. Celui ou celle qui aura déchiré le bout du sachet de plastique, en faisant jouer ses deux paires d'incisives, puis aspirer le breuvage divin de ce petit bloc de glace rouge vermeil, sous 40 degrés, c'est forcément une salvation. Soudain, la beauté sans visage a des yeux étirés en allemande dans la pupille noire britant, qu'on croirait que les larmes sont prêtes à suivre, et des ovales, et des horizontaux, et des frontières, des océans, là, sur son visage. Elle a aussi un regard impassible tourné vers l'homme qui la contemple. Et soudain, elle a des lèvres, elle lui sourit. Ses lèvres sont charnues et aussi noires que sa peau, ses dents sont d'un blanc immaculé. Elle porte un t-shirt gris taché ici et là. Autour de sa taille, un pagne noir avec des fils dorés qui se détachent à l'endroit. Elle a les mains dans le dos. Elle tient quelque chose qu'elle pend bientôt à l'homme. C'est un livre. Jure sur le Coran que tu vas m'épouser, dit-elle. Sa voix est cristalline, son ton catégorique, et le souffle ombrageux de la trompette ne fait qu'accentuer la gravité de cet instant. Lui, il lui prend le livre saint des mots sans dire un mot. Il l'ouvre, il le referme. Alors apparaissent ses yeux à lui, des yeux noirs et tristes, une bouche aussi, une bouche aux lèvres fines, et ce rictus qui est tranchant de la tristesse de ce que je crois lire, ce que je crois entendre dans ses yeux.
Je vais t'épouser, dit-il. Jure sur le Coran que tu vas m'épouser. Elle a le regard fou, et la mélodie toute dépouillée de la trompette lui aussi. Folle. Je jure sur le Coran que je vais t'épouser. Il a posé sa main sur le livre. Il ne pourra pas manquer à sa promesse. Il ne veut pas manquer à sa promesse. N'a-t-il pas tout fait pour qu'ils en arrivent là, pour qu'elle ne puisse plus inspirer sans que l'image de lui, l'idée de lui, l'envie de lui ne l'envahisse? Quand elle expire, lui s'en va pour revenir aussitôt. Elle le respire. L'air dans ses poumons, lui encore. C'est tout ce qu'il demandait, c'est tout ce qu'il voulait. Et il a réussi. Il lui tend en bling-bling. Les perles du bling-bling, elles sont bleues indigo. Tu mettras, cette couleur représentera chacun de nos futurs enfants. Elle a le regard fou, comme la mélodie dépouillée, folle. Et bientôt, lui aussi, son regard fou. Que s'est-il donc passé avant qu'il ne jure sur le Coran? J'imagine, je devine, le solo de trompette reprend, c'est le portrait. Voilà pour le premier extrait. Pardon. Alors, le deuxième extrait. Alors, déjà, il faut savoir que dans tout ce que je vais vous lire, vous allez remarquer que l'héroïne vomit beaucoup trop, donc je vous préviens. Et dans le deuxième extrait que je vais vous lire, en fait, on se retrouve à un moment de rupture. La rupture, telle qu'une philosophe comme Pierre Marin a pu la théoriser, l'expliquer, en fait, la rupture entre deux territoires. C'est-à-dire que notre héroïne vit alors son enfance en Guadeloupe et se retrouve à devoir partir en Martinique où elle va retrouver sa mère qu'elle n'a pas vue depuis des années. Et donc, de plus, j'ajoute que ça vous montrera à quel point la musique s'imbrique aussi dans le roman. J'y vais. Malgré l'antihistaminique, je vomis beaucoup trop, à tel point que certains passagers s'en inquiètent. Je n'avais pas idée qu'il pouvait être aussi difficile de traverser la mer. Mais voilà, cette mer-là sépare une femme territoire de l'autre. Au bout d'un peu plus de 5 heures de lutte contre le mal de cœur, mon bleu indigo sur le ventre, le bateau arrive au port de Fort-de-France. Les moteurs à l'arrêt. Débarquement. Je me retrouve sur le ponton et je les aperçois. Le type est là, tout sourire. Et cette femme, c'est maman. Je manque de perdre l'équilibre sur ce petit pont en bois. J'entends les vagues qui s'écrasent et ça tombe, ça secoue. Je ne peux pas rester droite. L'eau cherche à m'engloutir car, à vrai dire, ce ponton est bien fragile. Son bois est miné par endroits et je sens qu'il ne veut pas tellement me porter. Il ne veut pas me laisser atteindre le rivage. De loin, je regarde maman et je sens que l'eau cherche à me retenir. Elle m'appelle, mais je ne peux ni l'écouter ni lui répondre. Je marche tant bien que mal, regardant les planches les unes après les autres. Je les regarde en imaginant qu'elles s'effriteront, deviendront poussière et me font tomber puis couler. Il faut encore traverser la mer pour atteindre le rivage, pour la rejoindre, et c'est une gageure. Je suis certaine que quand je venais pour les vacances au Lorrain, le ponton ne valdinguait pas autant. Il n'y avait pas de tremblement de terre. Je me dirige vers le couple. Maman est bientôt palpable. Voilà que dans ma petite tête retentit une mélodie. 3 temps. C'est une valse jazzifiée. My favorite things. Je n'entends pas tellement le thème que joue John Coltrane. C'est le jeu du pianiste qui m'habite. C'est McCoy Tyner. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec son piano, il joue une valse en plusieurs dimensions. Elle est aussi allègre que grave. Et puis la contrebasse, je l'entends aussi. Elle aussi fait 1, 2, 3 par endroits. Elle m'intime de traverser la mer pour retoucher terre. Peu importe que cette terre ne soit pas Kankera. Dans ma tête, je danse sur cette valse nuance, ton et harmonie. 1, 2, 3. J'avance à reculons, là, sur le ponton. Je danse en avant vers maman, vers Fort-de-France, et danse en arrière vers Tata, vers Kankera. Et entre les deux, la mer. C'est Elvin Jones qui dessine les vagues. Ce morceau est plein de félicité et à la fois enrobé d'une très légère angoisse, voire d'une dramatique appréhension. Il ne parle pas de tendre joie, enfant. C'est surtout que cette joie n'est pas complète, absolue. J'écoute les 1, 2, 3 de Michael Tyner dont le ton fluctue, comme les battements de mon cœur sous mon sein rouge tout plat. 3 temps de slow motion, 3 temps de full speed. My favorite things s'accorde avec le ponton qui sonne la rupture et qui va dingue. Bientôt, maman est là en face de moi. Et j'entends le solo de Michael Tyner sur My favorite things. Mon cœur, à l'extrême gauche, est au bord de l'explosion. Mon cœur trahit Tata, parce que revoir maman m'émeut bien plus que je n'aurais imaginé. Je me rends compte qu'elle n'a pas tellement changé. Elle est toujours aussi belle. Et dans ses yeux, étirée en amande, cette même note de tristesse. Sa musique n'est pas si différente de celle qu'elle jouait, de celle que jouait son corps à grand-père. Il me semble qu'elle n'est plus si frêle, et cela même si je ne la distingue pas correctement.
c'est que le pianiste continue à jouer dans ma tête. Je ferme les yeux et j'imagine Michael Tyner au piano, qui avance et recule en 3 temps. Et plus je regarde maman, plus son discours sombre. C'est la musique de maman qui cette fois retentit. Le type est là aussi. Les deux sont si mal assortis. Lui, je le trouve gras. Il a troqué le vert pistache sur du beige. Ce n'est pas mieux. Je sens bien qu'il me prend dans ses bras. C'est que le mouvement est si rapide. Alors je réalise que son parfum, je l'ai senti pendant tout le voyage. D'où la nausée. Voilà pour le deuxième extrait. Enfin, le dernier extrait que je vais vous lire puise un peu dans une forme de réalisme magique qu'on va évoquer juste avant la séance de films qui ont trait à l'afrofuturisme. Donc en fait, là, cette fois, l'héroïne se retrouve en Guinée, son pays d'origine, où elle va retrouver sa grand-mère, Dibari Guinef. Et sa grand-mère ne l'aime pas parce qu'elle estime que cette héroïne n'aurait pas dû naître. Et donc, du coup, il se passe 3 événements, c'est-à-dire que tout est en triptyque dans ce roman. Je fais tout en 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme une valse, en fait. Et je vais vous lire l'extrait concerné. Yon, qui veut dire un en créole. Je suis tombée malade. Sous 40 degrés, je suis en pull dans le bouquet. Je grelotte, la fièvre, comme l'impression d'être dans une autre dimension. Et ce mal de ventre incessant, la bouche sèche. Je n'arrive plus à me voir ni à parler. Maman ne semble pas s'en inquiéter. Je mets cela sur le banc des Thibaut que j'avale toute la journée. Et des blocs gelés de jus bissap que je dévore comme si ma vie en dépendait. Et les blocs de glace rouge vermeil, l'équivalent des snowballs carré-carréens. Alors j'attends que ça passe. J'ai si mal, si froid. Un matin, à l'aube, l'une des sœurs cadettes de maman, Nandi Magnetou, débarque dans ma chambre. Je ne dors pas. Il est 5 heures du matin. Que me veut-elle? Je dois m'habiller et la suivre. On sort de la maison et on commence à marcher le long de la route principale. Je ne sais pas comment je tiens debout. Je me sens si faible et il me semble que l'on marche depuis des heures. Soudain, on change de décor. Plus de route, mais des chemins boueux, des arbres ici et là. On croirait à la ligne forestière. Et des cases. Des cases. Exactement ce que je voulais rétorquer quand on beau pour m'interroger sur l'Afrique. Je n'ai aucune idée de là où m'emmène Nandi Magnetou, mais je la suis. Elle ne dit pas un mot, moi non plus. Mais je n'ai pas peur. Il y a des silences, le chant, le bruit des oiseaux, des palabres, les pilons des gens en pleine action, des exclamations, des onomatopées, des cris, des femmes à peine habillées, des bébés qui pleurent, des hommes qui marchent d'un pas rapide sans même nous lancer un regard, des enfants qui courent. Mais où sommes-nous? C'est comme du free jazz, et c'est drôle. Bientôt, on s'arrête devant une sorte de petite cabane qui fait à peine debout. Je vois flou. Une femme que je n'arrive pas tellement à distinguer en sort. Elle a un foulard sur la tête dont je ne vois pas la couleur. Les seins nus. Elle et Nabitou se parlent. Évidemment, je ne comprends rien. Je sens que je vais m'effondrer. Mais la femme au foulard ne m'en laisse pas l'occasion. Elle me saisit le bras et me conduit vers sa cabane. Là, dans une sorte de cage faite de branches et de lianes, elle me déshabille. Je me laisse faire la tête basse, les bras ballants. Il n'y a plus une once d'énergie dans mon corps, dans mes membres, dans ma tête. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Derrière moi, il y a plusieurs solos tricolores remplis d'eau. Alors la femme au foulard attrape une mixture noire, avec laquelle elle me frotte de la tête aux pieds en psalmodiant, en chantant presque par moments. Nue, je tremble de froid, furieusement, et bizarrement, je ne sens aucune odeur. La femme au foulard attrape les seaux et me jette l'eau sur le corps pour me rincer. Puis elle recommence. Puis elle me frotte avec ce qui s'apparente à des plantes ou des feuilles. Elle s'alourdit encore, chantonne, et ne semble pas surprise de voir tant de lésions sur mon dos. Ma poitrine, complètement plate, elle la frotte sans la regarder. Mais à quoi rime ce cirque? Elle me frotte si vigoureusement la peau que j'en ai mal. Et l'eau est si froide. Quant à sa douche, elle ne protège pas les regards. Au bout de ce qui me semble être une éternité, elle me rince une dernière fois et me tend mes vêtements. Je suis trompée, je dois me rhabiller alors que l'eau ruisselle sur ma peau. On sort de sa cabane de touche végétale pour rejoindre la métro assise devant la cabane à laquelle le vent vient de foutre une sacrée gifle. Soudain, nausée, je vais vomir. Les deux me regardent sans un mot, comme si de rien n'était, tandis que je m'efforce de ne pas dégueuler. Je n'ai rien mangé depuis des jours, je n'ai rien dans l'estomac, mais je finis par vomir. Je vomis, plein de choses, plein de matières, plein de couleurs. Et cette flaque se dégueulit, on croirait une planisphère.
avec monte frontière, des continents qui changent de forme, éternelle régurgitation. Les deux femmes sont là, à attendre, et puis ça s'arrête. Les continents sont figés, les frontières ne bougent plus, et moi, tout d'un coup, je n'ai plus froid. J'ai retrouvé mon énergie, je n'ai plus mal au ventre, j'y vois clair, j'enlève mon pull, je suis guérie. La femme au foulard orange entre dans la cabane, puis ressort en me tendant un gobelet en plastique rempli d'eau et en efferalgan. Je ne dis rien et j'avale le comprimé avec une grande gorgée d'eau sans comprendre le rapport avec le rituel auquel je viens de me soumettre. Ma vie tout s'ouvre puis soupire, je suis guérie, j'ai vomi mon mal. Certes, je me pose des questions, mais à quoi bon tenter de comprendre? La vie tout rediscute en brin avec la femme au foulard, puis m'intime de la suivre. On retourne à Bouquet, direction le quartier énergie. Une fois devant les marches de la terrasse de la maison familiale, Nagnitou se tourne vers moi. On t'a lavé aujourd'hui, mais ça ne suffira pas. Aujourd'hui, tu ne dois pas t'approcher de Tibarbinet. Tu ne dois pas lui parler, tu comprends? Je suis abasourdie. Là, il me tend mon bout de tissu indigo et disparaît. Où l'a-t-elle trouvé? Je me retourne vers l'entrée de la maison. Tibarbinet me regarde. Elle a l'air en colère. Je n'ose pas m'avancer vers elle. Le mal, elle ne tenait pas à ce que je le vomisse. Le mal, c'était elle. Voilà. J'enchaîne. Alors, merci pour votre écoute vis-à-vis des extraits de ce premier roman. Et donc, on enchaîne avec la présentation de ces films dont on va parler. Et en fait, le sujet de ces films, c'est ce qu'on appelle communément l'afrofuturisme. C'est une notion, un concept, un mouvement d'idées, un mouvement artistique qui mêle notamment la poésie et le réalisme magique, d'où l'intitulé Afropoétique et futurisme magique. Alors, qu'est-ce qu'on entend précisément par afrofuturisme? Alors moi, quand je commence à m'intéresser à l'afrofuturisme en 2014, c'est par le biais, sans surprise, de la musique, et plus précisément du jazz. Je pense à ce qu'on appelle le free jazz, ou l'avant-garde jazz, porté notamment par le musicien Sun Ra, natif de Chicago, un multi-instrumentiste actif entre les années 60 et 70 et qu'on considère comme le chantre de l'afrofuturisme. Et pourquoi? Parce que son esthétique, son discours, son propos, il se disait né sur stature notamment, tout le temps affublé de costumes pharaoniques, et aussi il était accompagné d'orchestres qui disaient cosmiques ou intergalactiques. Et qu'il y avait d'autres artistes afro-américains à l'époque, dans les années 60-70, comme le collectif de funk Parliament Funkadelic, qui était également porté par une esthétique propre au Space Age. Et en fait, dans les années 90, on va chercher à conceptualiser cette esthétique-là. Moi, dans cette esthétique, j'inclus aussi John Coltrane et son spiritual jazz. Je pense aussi à l'Art Ensemble of Chicago en termes de free jazz, toujours. D'ailleurs, le credo de l'Art Ensemble of Chicago, c'est Great Black Music, Ancient to the Future, la grande musique noire de l'ancien au futur, de façon très littérale, en français. Et puis même, on peut aller jusqu'au hip-hop au début des années 80 avec la Zulu Nation et les albums comme Planet Rock, en fait, qui mettent en avant toute une esthétique autour de l'espace, des planètes, enfin voilà. Et donc en 94, on a un essayiste américain qui s'appelle Mark Derry, qui est spécialiste de la cyberculture, de la culture numérique, et qui publie un essai qui s'appelle Black to the Future. Donc Black to the Future, donc Back to the Future, retour vers le futur, tout en jouant sur Black, donc noir, en gros. Et sa définition de l'afrofuturisme est la suivante, je vais vous la lire. Une fiction spéculative qui traite de thèmes africains-américains et de préoccupations africaines-américaines dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. Donc, il faut voir, dans les années 60 et 70, si on se rattache à ce que dit Mark Derry, il faut voir l'afrofuturisme comme un mouvement d'émancipation vis-à-vis de l'expérience afro-américaine qui, à l'époque, est extrêmement compliquée. Et à dire vrai, ça n'a pas tellement changé. Mais bon. Donc, on a toute une constellation d'artistes qui mettent leur musique au service d'un propos sur la science-fiction. Et la science-fiction, elle est vue comme une résolution de crise qui étrit la société américaine à l'époque, mais aussi toute la planète entre les années 60 et 80.
Donc on va parler de la lutte pour les droits civiques, donc du racisme, donc la guerre du Vietnam, la guerre froide, la menace nucléaire, la paupérisation de certains pôles urbains, mais aussi la destruction de la planète via le réchauffement climatique. D'où d'ailleurs la dimension profondément écologique de ce concept tel qu'on l'entend dans les années 90 du moins. Et donc tout ça se fait sur fond de conquête dans l'espace, notamment dans les faits, enfin dans les faits plus ou moins, mais surtout dans les imaginaires. Donc voilà. Et c'est un dernier point qui me permet aussi d'évoquer la littérature d'auteurs afro-américains de science-fiction comme Octavia E. Butler. Donc je pourrais vous faire toute une dissertation sur ça, mais c'est pas l'objet. Et donc Octavia E. Butler est considérée d'un point de vue littéraire comme une pionnière de l'afrofuturisme. Elle est dans la science-fiction, mais tout son propos, toute son œuvre est marquée par sa profonde expérience du racisme. Donc, moi, quand j'arrive en 2014, je constate que depuis les années 2000, puis 2010, l'afrofuturisme a pris une plus large dimension et en plus s'est déployé géographiquement, c'est-à-dire qu'il a traversé les frontières des États-Unis. Et puis, il est devenu multidisciplinaire à l'envi. Outre la musique, la littérature, il s'insère dans les arts plastiques, la photographie, la mode et bien entendu les arts visuels, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, en 2014, je rencontre Ingrid Lafleur, qui est une spécialiste afro-américaine de l'afrofuturisme, qui a créé Afrotopia au début des années 2010. Afrotopia, c'est un projet qu'elle lance à Détroit, sa ville natale aux États-Unis, où, à travers des conférences, des expositions, des DJ sets, elle met en avant l'importance de l'espace comme un lieu à conquérir, mais aussi de l'océan. Donc, c'est assez intéressant, surtout par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'importance de la mer, en fait, dans les circulations diasporiques et même afrofuturistes. Notons aussi qu'Afrotopia, c'est le titre d'un essai que je vous conseille vraiment, d'un philosophe qui s'appelle Fahim Sarr, un philosophe sénégalais. Et en fait, c'est un essai qui s'inscrit dans ce que j'appelle la nouvelle pensée africaine extrêmement décoloniale et en fait qui permet de consacrer, qui entend consacrer l'Afrique comme un centre majeur de pensée, de mouvement, de circulation, en dehors du regard que l'Occident porte sur ce continent. Donc, je conseille vraiment de lire Afrotopia de Fahim Sarr. Et donc, pour en revenir à Afrotopia d'Ingrid Lafleur, à Détroit, au milieu des années 2010, il faut savoir qu'en 2013, la ville est déclarée en faillite. Et Ingrid Lafleur raconte que les artistes afrofuturistes déconstruisent l'histoire et l'héritage du peuple noir. Ils sont influencés par l'histoire, les mythologies et cosmologies africaines, la technologie, la biologie, la génétique et bien d'autres disciplines alternatives. Donc aujourd'hui, alors qu'elle-même parle de l'héritage du peuple noir, qu'est-ce qu'on entend vraiment par afrofuturisme aujourd'hui? Celui qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des artistes musicaux actuels, je parle encore de musique, comme les chanteuses Erykah Badu ou Janelle Monáe, ou même un beatmaker comme Flying Lotus, afro-américain natif de Los Angeles, ou chez l'écrivaine de science-fiction Nnedi Okorafor, qui est nigériane. Ouais, c'est ça, nigériane, enfin néo-nigéria et qui vit aux États-Unis, ou alors américaine d'origine nigériane, je ne veux pas raconter de bêtises. Et donc, en gros, dans les œuvres de ces artistes contemporains afro-américains que les diasporas africaines écoutent de part et d'autre de l'Atlantique noir, la question de l'expérience et de l'identité noire, elle est téléportée dans le futur. Et ça reste central, en fait, dans leurs propos. Sans compter que, comme je l'ai dit juste avant, l'afrofuturisme, à ce moment-là, il a dépassé les frontières des États-Unis. On ne parle plus d'afrofuturisme seulement vis-à-vis des Afro-Américains. Je constate, moi, que l'afrofuturisme, il irrite ce que j'appelle une nouvelle pensée africaine tout à l'heure, entre décolonialité, féminisme, écologie, surtout. Écologie d'un point de vue afrocentré, c'est très important, ça. La retour aux cultures animistes, toujours sur le continent africain, aux cosmologies ancestrales, ou même à une forme de ce que j'appellerais une
post-colonialité de l'islam noir, on peut appeler afro-soufisme, en fait, voilà. Et ça va de l'Afrique du Sud à l'Afrique de l'Est, en passant par Kenya, l'Afrique de l'Est, mais aussi au Ghana ou au Sénégal. Et je pense particulièrement à la ville de Dakar où j'ai vécu, où j'ai pu constater que le propos afrofuturiste tel que conceptualisé en 1994 s'exprimait dans diverses disciplines. Ça allait de la mode à la musique. Enfin, voilà, c'est assez intéressant à voir. Là, on est à peu près voilà, 2013-2014 encore. Et puis, non seulement il y a l'Afrique, mais il y a aussi la scène artistique caribéenne, tant francophone qu'anglophone, et même encore au-delà. On va le voir avec un film afrofuturiste qui nous vient quand même d'Indonésie, c'est dire. Alors moi, j'ai commencé à questionner ce concept. J'ai interviewé tout plein de gens pour savoir, là, à l'orée des années 2020, qu'est-ce que l'afrofuturisme? Donc, je vais vous donner quelques exemples de réponses que j'ai eues. Alors, pour l'artiste plasticien russo-brésilien Alexis Pasquin, qui est installé en France, l'afrofuturisme tend à rappeler la pluriidentité et le multiculturalisme qui caractérise le peuple noir. En gros, ça revient à ce que je disais plus tôt, donc c'est plutôt raccord. Pour Anthony Joseph, qui est un essayiste et chanteur britannique d'origine trinidadienne, il s'agit d'un courant qui choisit de se tourner vers le futur afin de corriger les erreurs du passé. Autre remarque, celle-là nous vient de Saul Williams, qui est un poète, acteur, musicien basé à New York, également afro-américain. Alors lui, il me disait que l'afrofuturisme appartient à une autre époque, donc celle dont on parlait, celle des années 60-70, celle du Space Age, celle où on bouleversait les codes de la science-fiction afin d'impulser un mouvement de libération du peuple noir en imaginant des histoires dingues. Aujourd'hui, selon lui, parler d'afrofuturisme est un moyen d'étiqueter les artistes. On peut l'entendre. Pour autant, toutes les trois personnes que je viens de citer, elles cultivent un rapport dans leur œuvre, que ce soit pictural, poétique, ou même dans leur prise de position, un rapport à la poésie comme un outil émancipateur, et ils sont vachement attachés aux mythologies africaines et au réalisme magique. Donc, selon moi, ils s'inscrivent dans ce que l'on peut appeler l'afrofuturisme. Je pense aussi à l'écrivain Michael Roche, qui est d'origine martiniquaise. Lui, il a été biberonné à l'œuvre d'Édouard Glissant ou Homi Césaire, entre tout le monde et négritude. Donc, on sent déjà l'aspect décolonial du concept chez lui. Lui, il dit que l'afrofuturisme est l'expression de sa projection en tant qu'homme afrodescendant au sein du monde. Quelque chose qui me parle, étant moi-même afrodescendante au sein du monde. Quoique je suis une femme, mais bon, bref. Et puis aussi, une autre remarque de la philosophe Nadia Yala Kisukidi, qui elle estime que le racisme, en fait, qui gangrène les sociétés occidentales, est un objet qui est tellement difficile de travailler, qu'il est tellement difficile de rendre compte de l'oppression raciale de façon rationnelle, que forcément, on se tourne vers les imaginaires. Et c'est là qu'intervient l'afrofuturisme. Moi, ça m'a permis, en fait, toutes ces recherches, toutes ces questions, ces discussions, de balayer des croyances selon lesquelles l'afrofuturisme était un peu une tendance New Age ou un concept un peu marketing. Donc, je pense que chez pas mal d'artistes, l'afrofuturisme est une vraie problématique et un concept qui tient vraiment debout au-delà des concepts marketing, comme je le disais. Et puis, dans le même temps, à l'endroit de l'Afrique et de ses diasporas, il m'est arrivé de me demander s'il ne fallait pas simplement parler d'afro-science-fiction ou de science-fiction africaine, dans laquelle on inclurait justement les récits de l'imaginaire, les fictions, qui ont à voir avec un univers technologique, scientifique, urbain. Enfin voilà, je me suis posé cette question-là. Et en même temps, en repensant à ce que disait le théoricien Louis-Vincent Thomas, lui, il estime que la science-fiction est la sociologie imaginaire du présent. Donc, je me suis dit, pourquoi alors un terme spécifique? C'est-à-dire, pourquoi parler d'afrofuturisme dès lors qu'il s'agit d'expériences noires à propos du devenir humain,
des mutations à l'œuvre sur le continent africain et par extension au sein des diasporas, quoi. Vous avez un théoricien qui s'appelle Kodwo Eshun, britannico-ghanéen, qu'on peut considérer comme un spécialiste de l'afrofuturisme, qui lui défend l'idée qu'on doit étendre ce concept au continent africain et analyser un certain nombre d'œuvres africaines à travers le prisme de l'afrofuturisme, ce que je peux entendre aussi. Et enfin, une autre remarque, là, d'un autre philosophe sénégalais que je vous conseille de lire également, Souleymane Bachir Diagne. Lui, il estime que si l'afrofuturisme est une notion floue qui peut changer de sens selon les contextes, on peut l'imaginer comme un lien entre l'Afrique d'aujourd'hui et celle du futur, et par extension, l'expérience diasporique présente et celle à venir. C'est plutôt intéressant parce que moi, je m'inscris personnellement dans cette expérience diasporique présente et à venir. Donc, voilà. En gros, pour résumer, force est de constater que l'afrofuturisme s'inscrit vraiment dans les discours sur la décolonialité, peu importe le territoire, en fait. Donc, voilà. Et enfin, une réflexion qui m'habite encore aujourd'hui et que je dois à Kantuta Kiros, que je remercie pour l'invitation à cette école des impatiences aux côtés d'Alencha. Une réflexion qui m'habite encore aujourd'hui, et elle me disait que l'afrofuturisme serait peut-être un antidote à l'afro-pessimisme. Eh ben, je trouve ça plutôt bien vu. Voilà. Mais dans tous les cas, je sais que moi, je considère l'afrofuturisme comme un concept évolutif qui prendra encore d'autres formes, investira d'autres lieux. Là, on a l'espace, on a l'océan. Et cela, ça va se faire tant que les expériences noires ou alors minorées dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on soit minoritaire dans telle ou telle partie de la planète, tant qu'en fait que les expériences noires et minorées sont amarrées à la lutte contre les oppressions subies, en fait, je pense que l'afrofuturisme continuera d'évoluer. Et je répète encore une fois que je considère comme quelque chose de purement décolonial et d'assez intéressant à l'heure actuelle vis-à-vis des discours sur la décolonialité. Voilà. Donc, on va voir 4 films. Alors, le point commun de ces 4 films, c'est qu'ils mettent chacun en avant une intrigue qui mêle science, technologie, fiction, poésie, réalisme magique, au service d'un propos sociopolitique, voire historique. Alors, je vous donne juste un exemple, et après je m'arrête. Alors, Aphronos, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps, et je pense que c'est le premier qu'on va voir, de la réalisatrice ghanéenne Notama Frances Bodomo, qui habite aux États-Unis. Et en fait, Aphronos, c'est le nom d'un programme spatial zambien qui date de 1964. Et il faut savoir que quand l'instigateur, dont j'ai plus le nom en tête, lance ce programme spatial, il l'inscrit en fait dans une lutte anticolonialiste. Donc c'est assez intéressant. Et dans le film de Bodomo, on suit une jeune femme qui est choisie pour devenir la première astronaute zambienne à partir pour l'espace. Donc elle reprend cette volonté en fait zambienne des années 60. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que l'héroïne, elle est atteinte d'albinisme. L'héroïne est jouée par Diandra Forrest, qui est l'une des premières mannequins atteintes d'albinisme à avoir explosé mondialement entre Fashion Week et tout ce qui va avec, quoi. Et c'est assez intéressant de voir que comme dans certains pays africains, les personnes atteintes d'albinisme sont persécutées, voire pire encore, voire tuées, kidnappées, dans ce film onirique, la réalisatrice ghanéenne, donc Notomo Frances Bodomo, elle donne du pouvoir à une femme marginalisée dans le contexte socio-culturel dont elle est issue, soit le Ghana, en se servant de l'afrofuturisme. Et je trouve ça absolument génial. Voilà. Ensuite, suivra Colin Smith avec Deep West Assembly, qui est très attachée, Colin Smith dont tu parlais tout à l'heure, aux questions afroféministes. Elle mêle dans sa vision de l'afrofuturisme, la fantaisie, l'afrocentrisme, un peu comme chez Sonra,
et le réalisme magique toujours. Pour elle, c'est un mouvement qui lui permet d'explorer le passé de la diaspora africaine tout en générant des narrations multiples quant à son devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule narration pour la diaspora africaine. Et en fait, l'afrofuturisme, la science-fiction permet de démultiplier les récits autour de cette diaspora. Et c'est plutôt intéressant. On va également voir Dislocation de Josepha Mitcham, qui est une artiste pluridisciplinaire française qui enfin, voilà, elle fait de la sculpture, de la performance, du photomontage. Et souvent, en fait, ce qu'on retrouve chez elle, c'est enfin voilà, elle crée des mondes un peu surnaturels, avec du rêve, une quête d'utopie. Et tout ça, encore une fois, est marqué par un désir profond de révolte. Donc, on retrouve encore le côté presque militant de l'afrofuturisme. Et enfin, chez l'Indonésien Ria Rizaldi, avec Mirage Egan State, on va voir l'impact de la science et des nouvelles technologies sur les populations humaines et non humaines en Asie du Sud-Est. Et je trouve ça assez dingue. C'est vraiment un voyage au cœur même du futurisme magique. Donc voilà. J'ai fini ma dissertation. Merci et très bonne séance.